Bonjour tout le monde, bienvenue à la Altropisme, Festival Métropolisme. On en est au 4e jour de réflexion, ce dernier jour d'académie. Le festival, lui, continue jusqu'au 13 octobre. Un festival qui questionne cette ville de demain, et une des entrées qu'on a voulu vraiment mettre au centre de tout le festival, c'est la place de la nature dans cette ville de demain. On l'a exemplifié avant-hier, notamment avec le vernissage de cette exposition photographique autour de portraits d'agriculteurs urbains de la métropole. On l'a vu hier en beauté avec l'inauguration de notre espace extérieur, notre jardin, par Stéphane Place et d'autres convives. Et aujourd'hui, on avait envie de le mettre en débat, en parole, en récit, autour de deux temps. Ce premier temps où on va être à la fois, on va poser des éléments de contexte avec les invités et on va vous mettre à contribution parce qu'on va réfléchir collectivement dans ces nacelles sur une question qui est brûlante, centrale et essentielle pour ne pas aller dans le mur à 200 à l'heure. C'est la nature au secours de la ville. Et à 17h, il y aura un second temps par le groupe de travail AMO sur quel urbanisme et quelle architecture en Occitanie-Méditerranée avec 3 degrés de plus. Cette question de 3 degrés de plus, on pourrait se dire que autant réfléchir à ne pas aller jusqu'à ces 3 degrés de plus, mais il y a quand même un constat, c'est que ça va être difficile de ne pas y aller. On sait à peu près, de façon certaine, les climatologues disent que d'ici 50 ans, Montpellier aura le climat de Marrakech, donc il faut déjà quand même se poser la question de qu'est-ce que ça va poser en termes de nouvelles constructions, nouvelle écologie de l'urbain. Donc ça, c'est des questions qui sont qui sont urgentes, brûlantes et qu'il faut poser aujourd'hui. 3 degrés de plus, c'est aussi le thème de l'atelier d'écriture qu'on mènera samedi prochain, ici même avec Alain Damasio. Alain Damasio, le grand auteur de science-fiction, qui à la fois réfléchit un monde de demain régi par le contrôle, par même une puissance supérieure au-dessus des GAFAM, mais qui aussi expose tous ces modes de résistance pour essayer justement de résister à ces data et à ce Big Brother. Et avec lui, justement, on mènera un atelier de scénarisation collectif. Les inscriptions sont en ligne depuis hier, il n'y a que 20 places, enfin il en reste que 4 d'ailleurs, et sur l'idée de travailler un récit composé autour de comment on peut composer la ville avec 3 degrés de plus. Aujourd'hui, pour cette question sur la nature au secours de la ville, on a convoqué un joli casting. Nous avons 2 frères qui sont juste qui m'entourent, les colocaux, donc Miguel et Pablo Georgiev, qui sont paysagistes, artistes. C'est un collectif qui est digne héritier du travail de Gilles Clément, avec qui vous collaborez au quotidien, très régulièrement. Vous enseignez, vous activez, vous êtes toujours avec votre manière de faire, c'est-à-dire partir d'un contexte, essayer de poser quelques gestes et ne pas juste faire du paysagisme pour rendre joli un endroit, mais plutôt pour redonner de la vie à tous les sens du terme. On présentera peut-être un peu mieux votre démarche. Nous avons aussi à nos côtés Laurent Guillaume, qui est le directeur adjoint du pôle biodiversité de Montpellier 3e, la métropole de Montpellier. Donc un pôle qui s'occupe notamment de toute la question des espaces verts, mais aussi voilà, d'essayer de réfléchir à cette place de la nature dans cette ville. Une ville qui a fait le pari aujourd'hui, mais on en reparlera quand même, d'avoir pour 1/3 de bâti, 2/3 d'espace préservé, ce qui est quand même un très gros engagement quand on voit la pression foncière qu'on peut avoir dans une ville comme celle-ci. Donc ça sera intéressant de se poser la question. Et nous avons à nos côtés Afid et Clémence qui sont les co-auteurs de ce dispositif Nacelle et qui sont spécialisés dans les nouvelles modalités de la concertation urbaine, où disons que chaque projet urbain émerge avec tout un volet de concertation envers les publics. Il y a diverses façons de le faire. Il y a la façon conventionnelle, souvent un petit peu pénible et un peu vieillarde. Et il y a des nouveaux modes de concertation qui permettent de mettre vraiment l'usager au centre du dispositif, et notamment ce mobilier urbain qui se déplace dans différents endroits permet d'aller glaner les avis des uns et des autres pour faire qu'un projet urbain soit complètement pris et fait, pensé, imaginé à partir de l'usager. Et donc on va tenter cette petite expérience collective aujourd'hui. Je vais commencer peut-être par donner la parole directement
à nos amis colocaux qui peuvent reposer quelques éléments de contexte sur cette urgence aujourd'hui de mettre la nature au milieu de la ville, non pas au milieu, mais sur la ville. Quelquefois, on l'a vu hier avec Stéphane Place, l'idée d'un jardin comme celui qu'on a imaginé, c'est un jardin qui va se mettre sur la ville. On parle souvent de construire la ville sur la ville. Peut-être qu'il faut construire la nature sur la ville. Est-ce que c'est ça une des clés, de construire la nature sur la ville, ou est-ce que c'est aussi de débitumer, enlever le bitume et redonner la nature, enfin redonner à la nature et à la terre tous ses droits? Voilà, je pose cette question. Vous en faites ce que vous voulez. Je sens que, vu votre engouement, je vais plutôt aller me faire cuire une pizza, mais ça ne me dérange pas. Pour aborder cette question de la nature en ville et de la ville face au climat, je pense que, comme tu évoquais tout à l'heure, il y a les questions de la planification territoriale, cet équilibre de tiers un tiers ou quel que soit celui qui arrive à trouver les villes dans leur territoire élargi. C'est vraiment le développement le plus fin qu'on puisse avoir par rapport à cette façon de tempérer l'augmentation de la température. Il y a déjà donc cette échelle de planification, d'ordonnancement du territoire avec les agriculteurs, avec des zones naturelles et de travailler sur les surfaces horizontales, on va dire. Il y a question de comment la ville se fait à partir de la nature. Et c'est une question qu'on avait abordée avec Gilles Clément en travaillant sur la métropole de Bordeaux. On disait que la ville, jusqu'à nos jours, elle avait été organisée à partir d'un seul être vivant, l'humain, et que dorénavant, il fallait l'organiser à partir de la rencontre avec tous les autres êtres vivants, aussi bien animaux que végétaux, et de réinterroger l'urbanisme lui-même à partir de cette question de la nature, et non pas de considérer que la nature vient réparer des situations dans lesquelles la ville est polluante et la nature réparatrice, mais plutôt d'opérer quelque chose qui soit une combinaison des deux, la plus heureuse possible. Moi, je crois assez peu aux solutions très technologiques de murs végétaux et de choses qui sont très dépensières finalement, dans cette idée qu'on peindrait la ville avec quelque chose de naturel à sa surface, mais plutôt d'imaginer surtout sur les développements urbains nouveaux, sur la ville existante, c'est un peu différent. Et on voit bien les déconstructions et la façon qu'on peut avoir de retirer la présence de l'humain, cette imperméabilisation qu'on a testée à plusieurs reprises. Et à Montpellier, on avait défait un parking à la Cité Le Maçon il y a quelques années pour Jardin Demain, qui a bien poussé depuis. Ici, il y a encore d'autres explorations de ce rapport-là et d'aller chercher le plus possible la terre fertile, la pleine terre, sans quoi on est toujours dans des stratagèmes et dans des dispositifs un peu pour aider cette nature-là. Voilà un peu la première base sur laquelle on peut réfléchir ensemble, qui est cette nature du territoire et puis cette nature de la ville, à l'intérieur de la ville, qui fabrique évidemment de nouveaux écosystèmes qu'on connaît très mal. Moi, j'ai beaucoup de mal, et je pense que vous aussi, à travailler avec des écologues spécialistes des écosystèmes urbains. Ce n'est pas les mêmes critères qui doivent analyser les écosystèmes urbains et la garrigue ou les parcs nationaux. On n'a pas du tout la même finesse d'évaluation. En ville, on n'est pas à la recherche des plantes rares, mais plutôt des écosystèmes les plus complexes possibles. Et donc là-dessus, il faut opérer de nouveaux changements, de nouvelles recherches avec toutes les personnes qui fabriquent la ville, aussi bien les urbanistes, les écologues, et cette relation au service public. C'est pour ça qu'on est très content de partager ces réflexions avec l'ADPB, qui œuvre à sa façon, avec ses outils, à travailler cette nature de l'intérieur. Justement, cette façon, ces outils, quand on est à la tête d'un pôle qui doit imaginer la place de la nature à l'échelle d'une métropole qui n'a cessé de grandir et qui ne cessera pas de grandir, mais pour une métropole, grandir, ben, c'est aussi bétonner, c'est aussi forcément sans arrêt occulter une part de la nature. Je crois qu'à Montpellier, on le sait peu, mais il y a hier soir votre élu Henri de, alors je me trompe toujours, de Verbizier.
Ouais. Nous disait qu'il y a 181 parcs à Montpellier, ce qui paraît hallucinant quand on est montpelliérain, parce qu'on ne les voit pas forcément, mais 180 parcs, c'est énorme. Quels sont les outils, mais surtout, il n'y a pas qu'une nature dans la ville, on le voit bien, on a l'impression qu'il y a des arbres qui cachent la forêt. Par exemple, aujourd'hui, on parle toujours de l'agriculture urbaine et de la permaculture, et quand on dit ces deux mots, on a l'impression qu'on a à peu près tout le spectre de ce qu'on peut faire dans une ville, sauf que ce n'est pas le cas. Avec quels outils, quelle est votre palette d'intervention pour remettre cette nature dans la ville ? On connaît le cas du parc de base, peut-être de la ferme urbaine, mais quels sont les différents outils dont vous disposez pour redonner à la nature sa place dans une métropole comme celle de Montpellier ? Les outils sont multiples, ils sont toujours effectivement en alternance sur de la réflexion. Tout à l'heure on parlait de planification, je pense notamment au tram Ferté-Bleu. C'est des choses effectivement qu'on essaie de mettre en place depuis un certain temps, c'est-à-dire déjà de cartographier les espaces qui pourraient avoir un intérêt, à la fois pour les déplacements en mode doux ou pour la faune et la flore. Et on a la chance, donc justement, à la ville de Montpellier, d'avoir une direction qui est aussi sur le terrain. Donc ça nous permet de mettre directement en œuvre des actions sur le terrain. Donc soit avec le public, ou soit directement avec nos agents. Donc par exemple, ces questions de désimperméabilisation, c'est d'actualité. On va travailler. Alors à chaque fois, est-ce qu'on essaye de travailler soit avec les urbanistes, comme je le disais tout à l'heure, sur les outils de planification, ou avec des collègues qui sont directement impliqués dans la création. Donc là, on va amorcer un travail sur les cours d'école. Donc on avait déjà effectivement eu ces réflexions sur l'espace public, puisque effectivement on sait que y a le bâti qui occupe et qui vient imperméabiliser une grande partie des surfaces, mais c'est 2,5 fois plus sur tout ce qui est voirie, par exemple. Donc voilà, donc remettre en lumière ce qu'on peut trouver de manière naturelle sur les espaces, ça aussi, ça fait partie de nos outils. On a eu il y a quelques années une collaboration avec un chercheur, avec le CNRF, le CEF-CNRS, le Centre d'écologie fonctionnelle évolutive de Montpellier, pour mettre en évidence l'adaptation d'une plante au milieu urbain. Alors, ce qui a été intéressant pour nous, c'est de faire partager ce retour à la population, mais aussi d'impliquer nos jardiniers, et pour effectivement expliquer que pour nous, ça avait du sens de ne pas aller désherber les pieds d'arbres et de laisser la végétation spontanée au pied des arbres, puisqu'il y avait une richesse en termes botaniques, et puis après tout ce qui découle sur les insectes pollinisateurs. Donc c'est de faire toujours le lien entre ce qu'on peut voir à l'échelle macro, à l'échelle du territoire, et après essayer de redonner du sens dans nos pratiques. Et c'est vraiment important pour nous, parce que comme le rappelait Miguel, à la base on n'est pas des écologues, on est des jardiniers, donc avec une gestion, un contrôle de ce qui se passe dans un jardin. Et donc ces échanges, que ce soit avec les chercheurs ou les écologues, nous apportent effectivement une autre vision sur nos pratiques, pour accepter effectivement que les choses, les équilibres se développent en ville, et que ça se traduise dans nos pratiques, et qu'on puisse les partager aussi au public. On parlait de l'échelle macro et de l'échelle micro. Souvent, dans le travail de Coloco notamment, vous partez du micro, c'est-à-dire remettre l'individu et l'usager dans sa pratique quotidienne, lui redonner la possibilité de toucher à la nature. À Montpellier, il y a eu une grande campagne de microfleurissement, permis de végétaliser. Répétition. Microfleurissement, c'est-à-dire redonner la possibilité à chacun devant chez soi, avec un soutien de la ville, de pouvoir faire une percée, et à partir de là avoir un bout de végétal qui est devant soi. Est-ce que ça vous paraît essentiel aujourd'hui de commencer par cette pensée micro, c'est-à-dire comme vous le faites avec vos actions, de dire allez, ok, vous mettez les mains dans la terre, on va y aller, on va commencer en bas de votre barre de béton et on va faire des petites choses. Est-ce que ce degré-là, c'est un prétexte à éveiller des consciences juste, ou est-ce que ça malgré tout un intérêt quand on pense macro et qu'on se dit que si la somme des petits individus avait cette conscience-là, forcément on arriverait à un vrai changement?
Merci, bonjour à tous. Bravo pour votre courage de samedi après-midi à être aussi nombreux, aussi concentrés. J'apprécie beaucoup ce contexte. Le micro, c'est ce qu'on arrive à faire dans des échelles d'espace et de temps qui nous sont relativement immédiatement accessibles, et c'est fondamental parce que cette période d'angoisse montante, d'urgence manifeste qu'on vit, nous met dans une espèce de paralysie où l'échelle des problèmes paraît souvent complètement démesurée par rapport au pouvoir d'action de l'individu. Et ça provoque dans la société des mouvements aussi bien de désespoir, de dépression. Il y a une nouvelle pathologie qu'on appelle la solastalgie. C'est la pathologie de dépression due à l'impuissance face au changement climatique. Donc maintenant, on soigne ça dans les établissements psychologiques, psychiatriques. Il y a cette pathologie-là qui se répand dans la société. Et donc pouvoir passer à l'action à sa petite échelle en bas de chez soi tout de suite, c'est totalement fondamental parce que l'engagement physique dans le changement, ça fait penser autrement. Et que de pouvoir employer ses mains, son cœur et les quelques ressources qu'on a à faire quelque chose, aussi lilliputien soit-il, ça a une action sur notre physique et sur notre mental qui est importante pour la prise de conscience, parce qu'après, en plus de jardiniers, on est aussi des citoyens et des électeurs et des consommateurs. Et si ça peut nous embarquer sur le chemin du changement à partir de quelque chose de très petit, ça peut finalement avoir des effets papillons comme ça, finalement assez importants. D'autant plus que si on regarde les chiffres que les scientifiques nous donnent, un peu de démographie, le solde de population de la planète Terre aujourd'hui, c'est 200 000 habitants par jour. C'est une ville comme Montpellier plus ou moins par jour. C'est environ 3 milliards à horizon 2050, donc ça fait environ une ville d'1 million, ça fait 3000 villes d'1 million d'habitants à programmer, dessiner, construire et habiter d'ici 30 ans. Donc le défi est assez colossal. La démographie des arbres, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 3000 milliards d'arbres sur la planète. Et il y en a plus d'un qui est parti en fumée depuis le début de l'année, entre les incendies en Amazonie, en Afrique et en Indonésie. Donc ça vous donne un petit peu les courbes, voilà, et qui du coup reflète celle de notre angoisse, qui suit à peu près tout ça. Donc voilà les défis quantitatifs face auxquels on se trouve, et on voit bien que les moyens d'action planétaires à ces échelles-là industrielles sont pas encore aujourd'hui mis en place. Les débats aux Nations Unies piétinent, les conférences sur le climat piétinent également, les États rentrent et sortent des accords, les fonds d'aide internationaux sont ridiculement faibles face à l'enjeu. Et le système d'organisation de la planète en nation semble peu efficace, opérationnel pour prendre des mesures rapides, conséquentes et appliquées à l'échelle dont on aurait besoin pour rencontrer les courbes de prudence qui nous mèneraient voilà, sur des réchauffements de l'ordre d'1,5 degré entre le on va dire le degré d'optimisme ou de pessimisme que chacun a. On est plutôt sur les 3-4 degrés à horizon 2050 et au minimum 7 degrés à horizon 2100. Donc c'est bien Marrakech, je confirme. Il va falloir effectivement revoir notre équipement vestimentaire, notre dressing, mais aussi nos outils de jardinage. Donc tout ça pose la question de
comment on réfléchit de façon contemporaine à ces deux échelles, parce qu'en finalement on a tous ce problème, et comment peut-on agir au niveau de la planète ou du jardin planétaire, comme l'appelle Gilles Clément, et puis comment on peut agir aussi au niveau du jardin en face de chez soi, et peut-être aussi sur le jardin un peu autour de chez soi dans une façon un peu plus large de la manière dont on achète et consomme les aliments qui, d'une façon ou une autre, sont tous reliés à la capacité des plantes de faire de la photosynthèse et de finalement nous nourrir tous à partir de ce phénomène qui reste encore miraculeux pour la science telle qu'on la connaît. Voilà, je voulais poser un petit peu ce télescopage d'échelle parce que c'est il y a un côté bien évidemment un peu glamour de tout ça, il y a un petit côté de communication de tout ça. Là, on va rentrer en campagne municipale. Tous les candidats ont des positions proactives sur l'écologie. C'est plus un point de clivage politique aujourd'hui. C'est plutôt comment on va mettre ça en œuvre, comment on va agir, quelles sont les propositions, quels sont les moyens desquels on va se doter. Je finis par un autre constat sur la nature en ville. En ville, la terre est chère. Donc, c'est compliqué de récupérer des mètres carrés pour y mettre des végétaux qui, en termes économiques, ne rapportent rien, qui coûtent en entretien. Il faut s'en occuper, il faut les sécuriser, il ne faut pas que les branches tombent sur la tête des citoyens quand il y a du vent. Donc, ça, avoir de la nature en ville, même relativement libre, ça coûte de l'argent, ça engage des responsabilités. Il est hors de question pour n'importe quelle commune de France, je crois aujourd'hui, d'augmenter son budget de fonctionnement et ses ressources humaines. Donc, comment est-ce qu'avec toutes ces données-là, c'est-à-dire ne pas dépenser plus d'argent, augmenter les surfaces d'espaces verts et les services rendus écologiques, comment est-ce qu'on peut résoudre ces équations? Donc nous, c'est notre quotidien, hein, je pense, de réfléchir à tout ça d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez pourquoi parfois on a du mal à trouver le sommeil le soir où on se réveille à 3h du matin en se disant comment on va bien faire. Mais on compte bien sur vous pour nous aider à réfléchir sur cette question tout à l'heure dans ces exercices-là. Et je crois qu'on a vraiment besoin de toutes les intelligences et de tous les élans et de toutes les bonnes idées et de tous les sentiments pour essayer de fabriquer quelque chose ensemble. Bravo. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de David contre Goliath au sein d'une métropole, au sein d'un outil politique, entre la personne, enfin le service qui représente cette biodiversité et les espaces verts, et d'autres services ou services parapublics qui sont comme les aménageurs, comme la SERM, la SA3M, ou le développement économique. C'est pour répondre à ce que disait Pablo sur la difficulté entre le coût du mètre carré. Et il n'est pas le même. On sait qu'il y a une pression foncière énorme à Montpellier, que le mètre carré coûte à peu près 4 000 euros, et qu'effectivement, on peut construire en vertical, le rentabiliser énormément. Est-ce que ce n'est pas une lutte au quotidien de se dire, sur chaque zone, OK, on préserve ça, malgré cette règle du 1/3, 2/3, d'arriver à faire en sorte que votre point de vue, votre ambition de mettre cette nature au centre de la ville soit préservée ou un petit peu écoutée? Je dirais que si on n'est pas un peu militant au quotidien, c'est compliqué. Je pense que quand on travaille dans les métiers liés aux espaces verts, au paysage ou à l'écologie, effectivement, c'est une préoccupation de tous les jours. Donc effectivement, il y a un développement d'une ville qui arrive à 400 000 habitants, avec des nouveaux arrivants 5-6 000 habitants chaque année. Donc il y a des enjeux, il faut trouver là encore des équilibres. Alors nous, notre rôle, c'est pas effectivement, ça rentre dans un cadre, une planification qui est régulée. Nous, notre rôle, effectivement, c'est à chaque fois qu'il y a un projet, d'être quelque part les garants
de la façon dont on va intégrer le végétal dans la ville. On parle effectivement des questions des ressources financières. Pour nous, il n'y a pas d'intérêt de planter des arbres dans des mauvaises conditions. Donc c'est revenir sur des règles fondamentales, notamment par rapport au sol. On parle beaucoup de végétalisation de toiture, de façade. C'est vrai que ça nous pose beaucoup de questions aujourd'hui. On parle souvent de greenwashing, mais au-delà du greenwashing, c'est techniquement, on ne va pas savoir gérer. Ça fait 2 fois qu'on parle du climat de Marrakech à Montpellier. Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer des végétaux qui vont être hors sol. Donc ça fait partie de nos priorités, effectivement, de se reconnecter à nos racines, de planter vraiment des arbres dans des bonnes conditions, d'intervenir effectivement le moins possible, même si de temps en temps on a des végétaux qui sont quand même adaptés à la taille. Mais voilà, essayer que les végétaux soient vraiment adaptés à nos climats. Ce qui nous pose toujours des questions aujourd'hui. On ne sait pas forcément quel type d'arbres, quelles essences. Voilà, on parle beaucoup de chiffres, dire on va planter tant d'arbres par an, tant d'arbres sur la décennie ou à 50 ans. Mais aujourd'hui, on ne sait pas forcément quel type d'arbre on va planter. On n'est pas tellement capable de le dire, donc on va là aussi se retourner vers des expériences. On va peut-être aller à Marrakech voir ce qui se passe là-bas, quel type de végétation. C'est réglé comme ça. En tout cas, voir avec les... Marrakech, c'est quand même une cité-jardin à la base. Une cité-jardin, et si Marrakech a beaucoup d'espèces d'arbres, c'est grâce surtout aux systèmes d'irrigation de l'eau qui ont été développés depuis des centaines d'années. Donc, Marrakech, ça reste quand même une ville. En tout cas, on se repose des questions. Alors, c'était Marrakech ou d'autres climats méditerranéens un peu plus extrêmes. Là, on se dit, bah oui, des végétaux qui vont supporter la chaleur, mais on n'est pas encore à l'abri de fortes gelées. Donc, on se dit, bah tiens, oui, des choses qui résistent à plus 30, 40, mais on peut encore avoir des gels. Donc, si on importe certains arbres qui sont plantés et qui ne résistent pas aux prochains hivers aussi, on se pose des questions. Puis effectivement, il y a la question de l'eau sur laquelle on travaille depuis longtemps en termes d'économie, en termes justement d'adaptation de la flore. Là aussi, on va fixer l'équilibre. Un arbre, tout végétal, tout être vivant a besoin d'eau. C'est comment on apporte et comment on apporte au mieux. Pour contribuer effectivement au rafraîchissement, à la lutte contre les îlots de chaleur. Voilà. Mais à un moment, peut-être se poser la question, est-ce qu'on va aller de préférence arroser les végétaux ou garder cette eau pour la consommation humaine? Donc voilà, ces questions-là, effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de réponses et qui... c'est pas angoissant, mais en tout cas, il faut se poser ces questions aujourd'hui. J'aimerais vous partager une réflexion et voir comment vous y réagissez. Il y a un auteur qui s'appelle Camille de Toledo, qui est auteur, essayiste, metteur en scène, documentariste. Camille de Toledo écrit une œuvre en ce moment plutôt prophétique, enfin peut-être pas prophétique, mais en tout cas plutôt inscrite dans la science-fiction, où il pense à l'horizon 2050 à un parlement, enfin une nouvelle constitution qui redonnerait des droits aux espèces végétales et à tous les phénomènes naturels au détriment des droits des hommes, et il accorderait 49% de la Constitution, 49% du droit de vote serait donné aux femmes, non plus aux hommes qui n'auraient aucun droit parce qu'ils ont juste tout bouffé, et je partage bien ce point de vue, et 51% du reste des voix par délégation à d'autres hommes, enfin à d'autres humains, serait pour représenter les enjeux de la nature, c'est-à-dire que les lacs, les arbres, les oiseaux, et ainsi de suite, et toute une série de grands procès arriveraient pour que petit à petit, tous les monopoles capitalistiques, tous les monopoles imposés par les hommes et par des États souvent aveugles, se cassent les uns après les autres, et avec des choses horribles aussi, parce que ça serait un autre État totalitaire qui se créerait, un État totalitaire de la nature, et où on reprendrait des terres à des gens qui les avaient depuis des siècles, mais en considérant que la nature les avait bien avant. Est-ce qu'il va falloir aller jusqu'à ce degré de légifération, c'est-à-dire y mettre réellement cette dimension légale et autoritaire pour faire en sorte qu'on arrive à changer de cap? Alors, c'est une question très intéressante parce que du coup, face à la dimension des enjeux que je vous ai mentionnés tout à l'heure,
on se mobilise, nous, paysagistes, jardiniers, espaces verts, mais aussi les artistes, mais aussi des scientifiques et aussi des avocats. Et ça, c'est intéressant parce que, alors, la question du Parlement non humain, nous l'avions proposée en 2012 à l'agglo de Bordeaux, lorsqu'on avait été invité à réfléchir donc, sur un projet qui s'appelait 55 000 hectares. C'était comment considérer l'ensemble du territoire de l'agglo comme un espace de nature. La perplexité que j'ai pu lire sur les visages dans cette réunion m'habite encore certains jours. Donc c'est effectivement très intéressant comment est-ce qu'on se pose la question de la représentativité des espèces non humaines. Sont-elles désireuses d'ailleurs de s'exprimer à travers les voies démocratiques? Sont-elles capables de nous donner un argument de concert où on aura plutôt les gilets jaunes de la nature ou des mouvements complètement horizontaux, non hiérarchiques provoqueraient dans nos sociétés relativement organisées par le marché et la démocratie des déflagrations complètement inattendues. C'est intéressant aussi les évolutions sur la personnalité juridique des non-humains. Donc je crois que ça fait 3 ans à peu près. Donc les animaux domestiques sont sortis de la catégorie mobilier. Jusqu'à il y a 3 ans, vous aviez un chien, c'est votre meuble. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre chien. Il est considéré comme un élément de mobilier, non animé. Donc la vie même n'était pas reconnue légalement. De même pour il y a 2 précédents. Le premier plus ancien, c'est en Inde. Le Gange a été reconnu comme une personnalité morale et il a été défendu par des avocats dans un procès contre des industriels sur des questions de pollution. Et il y a un deuxième fleuve aussi très important qui m'échappe là, mais donc cette question de la personnalité juridique et du vivant et des éléments naturels se pose. Est-ce qu'on va arriver à travers des actions de justice, des class actions, comme on dit aux États-Unis? Il y a aussi des collectifs de citoyens qui s'organisent en ce moment pour faire des procès aux États pour inaction climatique. Il y a une recherche au niveau des outils juridiques parce que finalement c'est la manière dont nos sociétés règlent les conflits et on va dire c'est la manière pacifique de porter ces questions-là dans le débat public et d'amener la justice, pour le coup, qu'elle soit nationale ou internationale, à trancher et à obliger, donc à prendre des mesures de contrainte envers les acteurs pour agir dans ce... Il y a aussi d'autres mouvements, par exemple comme Extinction Rebellion, qui ne croient pas du tout à la voie juridique et qui sont plutôt sur des positions plus black bloc de la nature, on va dire, qui se déclarent prêts à aller en prison, qui appellent au boycott de certaines logiques industrielles ou autres qui menacent directement la nature. Donc la question des modalités d'action, elle se pose à toutes les échelles. Donc voilà comment on fait aussi bien d'un point de vue, on va dire, d'une capacité à jardiner son pied d'arbre en bas de chez soi, jusqu'à entreprendre une action violente contre des forces ou des entreprises qui détruisent la nature et revendiquer le droit à cette violence-là et d'en assumer les conséquences, y compris l'emprisonnement. Donc c'est intéressant un peu la gamme de positions et d'actions qui se dessinent aujourd'hui. Nous, Coloco, depuis 20 ans, on appelle à ce qu'on appelle l'invitation à l'œuvre. Donc on cherche à trouver ces situations, souvent d'ailleurs au niveau de réflexion plus large sur la nature métropolitaine ou autre, à trouver des moments où on peut faire cette invitation à l'œuvre qui est la déclaration qu'on va œuvrer ensemble à construire un jardin, que selon le contexte, le rythme, les moyens, ce jardin il va se faire d'une façon
sui generis, particulière à cet endroit-là et à cette nébuleuse d'acteurs, comme on l'appelle, qui est là, très souvent en coopération d'ailleurs avec les services techniques, avec des collectifs de citoyens, des associations, des individus viscéralement attachés au fait de n'être que des individus et rattachés à aucun collectif aussi, qui sont souvent oubliés dans ces dynamiques-là où on pense que l'association est le mode naturel de rassemblement des humains en France en 2020, et il y a des gens qui refusent ça aussi, mais qui par contre sont prêts à personnellement à parfois s'engager de façon très importante. Donc c'est un peu à tout ça qu'on a affaire aujourd'hui. Moi, je peux rajouter un petit mot sur le fait que le futur est devenu assumément imprévisible depuis quelques mois ou quelques années. C'est plus quelque chose qui a expliqué ou à justifier. De même que l'urgence climatique ou écologique, c'est des choses que on vit au quotidien dans des réunions avec n'importe quel type de partenaire et qui sont devenus le plan minimal de l'échange qu'on partage dans la construction de la ville. On n'a plus à expliquer ou à démontrer que on est un partisan de l'écologie. On le devient un peu tous avec tous les invités que tu as dû avoir depuis le début du festival. Il y a quelque chose qui a changé, à mon avis, dans la façon dont se pose le problème, qui est devenu agir global et agir local. Il n'y a plus à penser, c'est une action tous azimuts qu'il faut faire. Et pour nous, les épreuves les plus minimes en termes d'échelle, elles sont aussi justifiées par tout ce qu'elles peuvent déclencher comme invention, puisque c'est de ça qu'on parle. On a l'impression, et on en avait parlé quand on avait commencé à évoquer le sujet de cette table ronde, Vincent me disait la ville face au climat, je disais mais il y a quelque chose de plus en plus où on nous appelle dans quelque chose de sauvé, de sauveur. Là, on appelle la nature comme si c'était le seul élément à bilan positif dans l'espace urbain et sur lequel on ne pourrait plus compter que sur la nature pour sauver la ville, elle, de façon opposée, qui est consommatrice, prédatrice, etc. Et je pense que par rapport à cette imprévisibilité du futur, il n'y a guère plus que les auteurs de science-fiction, et j'attends la venue d'Alain Damasio avec grand intérêt, qui sont capables de nous dépeindre une possibilité de futur différent. Je ne sais pas s'il sera plus juridique que militant, qu'activiste ou une guerre civile interplanétaire pour la défense de la nature. Je ne sais pas prévoir ça, mais en tout cas, c'est de ce côté-là et non pas du côté de la projection des tendances actuelles sur le futur qui, jusqu'à maintenant, se sont toutes avérées assez erronées par rapport à leur extrapolation. Et donc, c'est en même temps un moment très, très jouissif pour les créateurs que nous sommes et les gestionnaires. C'est-à-dire qu'il va falloir absolument repenser nos métiers, repenser la place de la nature avec quelque chose qui est une contrainte de base, c'est cette temporalité qui n'est absolument pas la même entre des arbres, des boisements, et quand on fait des calendriers avec un horizon 2100, les urbanistes ou les élus, ils nous regardent avec des yeux 2100, ça fait combien? 12, 15, 20 mandats électoraux. Il n'y a personne qui est capable de réfléchir à l'anticipation d'une vingtaine de mandats électoraux aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant dans cette tension actuelle, c'est de balayer les acquis, les préjugés, les connaissances qu'on prétendait avoir, et au contraire repartir de cette rencontre avec le vivant, qui aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais aussi bien l'école de botanique de Montpellier que les services techniques, que tous les gens qui essayent de comprendre la nature sont absolument démunis par rapport aux enjeux qui se posent dans ces perspectives-là. On n'est pas du tout à l'échelle d'une réponse cohérente dans ces temps-là.
Tu m'avais évoqué que parmi les 3 derniers grands prix d'urbanisme, les 3 ont été attribués à des paysagistes. Donc, c'est quand même fou de se dire que ceux qui aujourd'hui devraient penser l'urbain, on va chercher ces sauveurs qui pensent la nature. Le plan d'urbanisme, alors là, je suis pas du tout un spécialiste, mais se transforme en plan climat, c'est-à-dire avec l'idée que c'est le climat qui doit être au centre de la façon dont on va régir les règles d'étalement urbain. Ça va quand même dans le bon sens, potentiellement. Est-ce que ce plan climat, pour vous, dans ce qu'il va apporter, dans ce qu'il est en train d'apporter, parce qu'on est dans une phase aujourd'hui de concertation sur ce plan climat, est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut se traduire un plan d'action cohérent qui aura enfin mis à la même table un réseau d'acteurs qui pensent dans le même sens et qui se traduiront en actions cohérentes sur le territoire ? Je vais répondre oui, parce que sinon, c'est même pas la peine de le faire, de s'engager dans cette démarche-là. Oui, je parlais d'espoir tout à l'heure, c'est à chaque fois, en tout cas, l'occasion de remettre en point d'actualité effectivement cette nature en ville. On s'y bat. Donc là, c'est vraiment une opportunité de remettre au centre du débat la nature. Donc on essaye aussi d'élargir, parce que nous on est uniquement, on parle plus des espaces verts, mais à chaque fois d'ouvrir aussi nos champs d'action, de s'ouvrir aux autres pour mieux comprendre comment effectivement ils réfléchissent pour aller dans le même sens, pour pas être dans le conflit. On parlait de droit tout à l'heure, on sort de ces logiques-là. On parlait aussi, la question d'avant, c'était est-ce qu'il y a antagonisme entre la construction de la ville et ce qu'on essaye, nous, de mettre en place au niveau des espaces verts. Je pense qu'on ne peut plus être dans ces logiques-là, sinon on ira vraiment dans le mur. Et je repense effectivement, là aussi, j'avais la chance de voir Albert Jacquard, et il disait... Si on n'est plus là, la Terre continuera à tourner, il y aura quelque chose après nous, et puis c'est comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile à entendre, à comprendre. On a envie de continuer pour nos enfants et, comme on dit, les générations futures, à ce qui est une terre habitable. Donc voilà, la question de se retrouver en conflit, pour moi, faut vraiment la dépasser si on va aller plus loin. On va vous proposer une expérience collective désormais. Je vais laisser le micro à Afid et Clémence, ce qui va me laisser le temps, moi, d'aller chercher tous ces enfants pour les amener à la conférence de 16h, parce qu'on fait une conférence pour les enfants en salle B gratuite sur la notion de Smart Cities, les confettis, conférences technologiques pour les petits. Et pendant ce temps-là, on va faire une expérience collective que vous allez amener, parce qu'on va mettre nos cerveaux, ce cerveau collectif à contribution pour voir si on peut justement aller dans le même sens et commencer à échafauder quelques éléments de réponse. Afid. Merci Vincent, merci à vous tous. Peut-être un petit mot rapidement avant d'attaquer cette petite expérience collective. Avec Clémence, on va beaucoup dans les territoires sur des projets d'aménagement, et en réalité, on trouve de plus en plus que les citoyens sont non seulement prêts à aller vers verdir les villes, vers des actions vraiment puissantes, mais non seulement ça, mais on voit que c'est vraiment le sujet essentiel qui monte. Et dans tous les projets, y compris dans des quartiers où on pose des nacelles, et ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait tendance à dire que c'est des problématiques de bobos, et en fait non, pas du tout. On se retrouve sur des problématiques vraiment transclasses, et on a ça chez toutes les classes de la population. Donc ça, on peut en attester à travers au moins nos 3 dernières enquêtes publiques dans des quartiers, y compris des quartiers vus comme des quartiers difficiles, etc., où la question de la nature est prépondérante. Donc, et je rajouterais, en fait, ils associent, il y a toutes les problématiques, des enjeux climatiques, effectivement, l'écologie et tout ça, mais ils associent quand même systématiquement l'espace vert, en fait, le fait d'avoir un espace vert à disposition, en fait, ce sont des espaces de convivialité, ce sont des lieux vraiment où les gens se rencontrent, et c'est systématique. Et l'association, vraiment, c'est un lieu où on va se rencontrer. C'est aussi des poches de respiration, c'est de l'air, ça, ils en parlent. Mais c'est beaucoup. Ils parlent de chaleur humaine, ils parlent de bienveillance, des endroits de convivialité, quoi.
Exactement. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est un petit temps de convivialité. On a préparé un petit, juste une petite question là, qui est là. Vous allez tous en avoir une. C'est si je vous dis la nature au secours de la ville. C'est ce que présentaient comme problématique Pablo et Miguel. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on coupe la salle en deux, c'est-à-dire que cette partie-là, vous allez aller dans la nacelle qui est là-bas avec Clémence et soit Pablo, soit Miguel. Et puis, dans cette partie-là, vous allez venir avec moi, avec l'un des intervenants, avec toi également. Et on va se poser collectivement cette question. Vous allez voir, ça va être très simple. Chacun va prendre une feuille. Vous allez prendre 2 minutes pour réfléchir à cette question. À titre personnel, vous allez écrire votre réponse. Et on va avoir un petit tour de table dans la nacelle, tous ensemble, où chacun va pouvoir exprimer vraiment ce qu'il pense de cette question. Et à partir de là, ce qu'on va essayer de faire avec nos intervenants, c'est qu'on va essayer d'imaginer ensemble peut-être un scénario possible, une proposition possible, peut-être à faire en bas de chez vous, peut-être à faire dans votre ville, peut-être à faire dans votre quartier, mais essayer d'imaginer ensemble une action. Donc on va se poser la question, mais on va aussi imaginer des choses ensemble. Donc on y va, tout de suite. Je profite d'un mini intermède pour dépasser l'échelle montpelliéraine et inviter notre ami et collègue Pierre-André Martin, qui est paysagiste à Rio. Et donc, il pourra prolonger la question sur la nature tropicale et les villes brésiliennes en grande actualité. Et donc, on va se donner une demi-heure d'abord pour se questionner tous ensemble. Donc, une partie là-bas, une partie ici, s'il vous plaît. Et on reviendra ensuite ensemble. Donc là, on va être chacun dans son café du coin et on reviendra à la place du village juste après pour qu'on lise ensemble collectivement ce qu'on a produit.